Ça, c'était un tournant très important. Nous avons parlé énormément, nous avons parlé des problématiques, nous avons parlé du quotidien, de la difficulté que c'est. Et là, nous voulons entrer dans un cadre bien spécifique. Si nous nous retrouvions en face des décideurs, en face des personnes qui sont censées prendre les choses en main au niveau des États, au niveau des grands organismes, qu'est-ce que nous pouvons leur dire? Il s'agit ici pas de faire une dénonciation, mais de proposer des solutions concrètes pour l'amélioration des conditions d'inclusion pour les enfants à besoins spécifiques. De ton expérience, Paul, quels seraient, par exemple, pour toi, les points essentiels sur lesquels il faudrait absolument faire des changements? Ben, l'idéal, c'est comme dans certains pays d'Europe, c'est dès que on apprend qu'un enfant en situation de handicap rentre à l'école, il faut que toutes les spécialités qui sont les manquements de l'enfant soient mis en place, c'est-à-dire qu'il y ait l'orthophoniste, la psychomotricienne, l'éducateur, qui soit là pour une excellente prise en charge de l'enfant à l'école. Comme ça, la maîtresse, elle est aidée aussi. Et puis là, au moins, il y a des professionnels adaptés pour s'occuper de l'enfant. Et ça se passe dans certains pays, comme en Italie, par exemple, où j'ai entendu dire que dès ils savent qu'il y a un enfant qui va être scolarisé avec situation de handicap, ben, toute la prise en charge est mise en place à l'école. On n'a pas besoin, comme nous, de sortir l'enfant de l'école, de l'emmener chez l'orthophoniste, de le ramener. Tout est concentré à l'école. Voilà, donc ça, ce serait l'idéal, quoi. Ça, ce serait l'idéal. Et deuxièmement, la formation, c'est important. La formation des enseignants, la formation, embaucher des AESH formés et puis mieux rémunérés parce qu'elles ne sont pas bien rémunérées. Ça, la vocation, il n'y en a pas, hein. Quand on trouve des gens investis, c'est souvent des mamans qui ont déjà des enfants en situation d'handicap qui font AESH, qui sont les plus investis, mais on trouve rarement des gens investis parce qu'ils ne sont pas bien payés, et puis parce que quand elles tombent sur des enfants, parce que l'handicap fait peur, des fois, on leur imposer ce travail-là. Voilà, donc je pense que voilà, la formation, mettre les moyens humains à l'école. Moi, ce serait mon idéal. Dès que je sais qu'il y a un enfant tel handicap, parce que chaque handicap est différent, hop, ce qui lui manque, peut-être de la motricité, une psychomotricienne, une ortho qui va venir, mais tout ça géré par l'État, en fait. Géré par l'État. C'est pas nous, en tant que parents, de, de diminuer le temps de travail, d'arrêter de travailler, de courir partout. On est épuisé en tant que maman. On est épuisé. Je n'ai plus de vie sociale, moi. Ben, le handicap, c'est très lourd, quoi. Mais l'État, voilà, je voudrais que l'État fasse ça, quoi. Je voudrais que nos enfants, dès qu'on sait que ben, ma fille est autiste, allez, on va mettre en place psychomotrelle, ergo. Enfin, tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Tout ça, c'est moi qui cherche les professionnels. Et ça, c'est pas normal, quoi. Et l'idéal, c'est ça. Dès qu'un enfant entre à l'école, il soit pris en charge dans sa globalité. Et par Ok. rapport à ce serait l'idéal. Mais bon, on a le droit de rêver, quoi. Mais c'est pas encore comme ça. Voilà. Enfin, voilà. Et puis, Super, bien sûr, les super. moyens humains et financiers pour aider. Et puis, qu'à l'école, il y ait des classes un peu moins, peut-être, voilà, soit plus de personnel qui aide la maîtresse quand c'est des Ulysse, ou bien quand l'enfant est dans une classe, que les classes soient moins, dans une classe un peu moins chargée qu'une classe de 30 où c'est un peu plus compliqué, voilà. Oui, Mais oui. qu'on soit bienveillant aussi, et puis la formation pour que le handicap, il soit, voilà, la formation pour que le handicap, ce soit pas quelque chose qu'on regarde de loin, qui est bizarre, voilà, que le handicap soit intégré dans la société et que ce soit, entre guillemets, normal, voilà, qui vive voilà. Moi, c'est mon idéal, c'est ça, quoi. Que ma fille soit incluse et que ce soit pas quelqu'un qu'on regarde bizarrement parce qu'elle bouge les mains, qu'elle flappe ou qu'elle fait des comportements un peu bizarres, quoi, voilà. Parce que si les gens, voilà, il faut que les gens soient informés et plus on informe aussi à l'école les enfants, et je pense que ça fera ces enfants-là des adultes bienveillants vis-à-vis du Oui, handicap aussi. oui, Voilà. oui. On les confronte à ça. Et moi, je ne trouve pas, parce qu'en fait, souvent nos enfants, enfin, moi, ma fille, on voulait la mettre en IME. Enfin, on veut les parquer entre handicapés dans des IME. Non. Pourquoi on ne les confronte pas à l'école pour que les enfants ils sont entourés. Parce que pour un enfant, moi, ma fille, quand elle était petite, 7 8 ans, qu'est-ce qu'ils étaient contents, les enfants, de s'occuper de ma fille. Tout le monde se battait dans la classe pour être tuteur ou tutrice de ma fille.
pour Oui, s'occuper, pour l'emmener à la cantine, pour jouer avec elle à la récréation, pour l'aider, voilà, pour qu'elle soit en interaction avec eux. Mais, euh, mais plus on les confronte petits au handicap, et plus ils seront bienveillants une fois qu'ils seront adultes, parce qu'après, ça devient compliqué, en fait. Enfin, moi, voilà. Moi, je veux une intégration, une inclusion dans la société après, quoi. Donc, voilà. oui, Alors, moi, l'idéal pour moi serait, bah, comme, voilà, comme je l'ai évoqué, la formation des enseignants. Ça, je pense que c'est vraiment primordial, hein. La formation et puis aussi, et comme disait Malika, peut-être réduire l'effectif par classe. Parce que c'est vrai que avec 10 ou 20 ou 30 enfants dans une classe, c'est vrai que voilà, c'est un peu compliqué pour le corps enseignant. Donc voilà, déjà réduire les effectifs, former les enseignants et voilà, mettre les moyens humains, notamment avec voilà, des AVS et voilà. ouais, donc, Et surtout aussi vraiment de croire à nos enfants. Parce que voilà, parfois on a l'impression qu'en fait, que nos enfants, le corps enseignant nous renvoie l'image comme quoi en fait nos enfants n'ont pas leur place au ouais, sein voilà, d'une structure ordinaire et essaye plutôt de nous orienter vers voilà, des structures vraiment, on va dire, je ne sais pas comment je peux les qualifier, euh, des structures très spécifiques. Donc voilà, il faut vraiment y croire et puis euh, voilà, que le corps enseignant essaye aussi de développer ce côté bienveillant voilà, par rapport à nos enfants. Voilà. Donc les moyens, plus de moyens, parce que bon, il y a déjà les moyens, hein, plus de moyens et puis former surtout les enseignants. Vraiment, ouais. avoir vraiment une bonne formation. Je veux dire que comme solution par rapport à ce que j'ai écouté de chacune de vos interventions, il est vraiment à retenir que il faut qu'il y ait des spécialités, il faut qu'il y ait des processus qui se mettent en place lorsque les structures accueillent des enfants à besoins spécifiques. Que l'État mette en place des process qui peuvent s'exécuter de manière automatique. Qu'on n'ait pas besoin de mettre les parents à forte contribution pour pouvoir déployer, n'est-ce pas, un environnement qui permettrait à ces enfants de s'exprimer, de bénéficier de l'éducation. Et ensuite, la formation des enseignants. Et quelque part, je me dis, est-ce que tous les enseignants, tous ceux qui passent par le système de formation, ne devraient pas recevoir quelque part une formation à l'inclusion, c'est-à-dire des bases quand même pour pouvoir accueillir les enfants à besoins spécifiques, de manière à ce qu'il y ait quand même une base qui soit commune à tous les enseignants. Est-ce que ça ne serait pas quelque chose qui apporterait du plus? Au moins, les enseignants ne seraient pas totalement dépassés. Et si les systèmes se déploient tels que Malika nous a proposé, alors la question qui va peut-être nous amener vers la fin de notre échange, ce serait de savoir, est-ce qu'à ce moment précis, vous avez déjà dessiné ou bien envisagé l'avenir ou l'âge adulte chez vos enfants de manière spécifique? Est-ce qu'il y a déjà des aptitudes, des capacités spécifiques qui vont permettre à ces enfants d'être autonomes et d'avoir leur petite place? Pour illustrer ce que je dis, on n'a pas besoin pour être peintre. On n'a pas besoin de connaître la géographie mondiale pour être peintre. Avoir un talent unique de peintre peut faire de nous quelqu'un d'exceptionnel dans le monde. Donc, ces enfants qu'on regarde généralement ont quelque chose en eux forcément qu'on peut développer si la société nous le permet et nous met les moyens à disposition. Alors, comment vous voyez, vous entrevoyez le futur, l'âge adulte de vos enfants précisément? Je vais peut-être donner la parole déjà d'abord à Malika pour que Paul puisse clôturer. En fait, je, j'ai du mal à envisager le futur, en fait, de Lydia. Euh, En fait, je vais être assez cash. Ça me donne le cafard d'envisager l'avenir pour l'instant, parce que ma fille, elle n'est pas complètement autonome.
Elle a 12 ans, donc on travaille à tout ça en fait. On travaille en ce moment pour lui donner le maximum de chances pour qu'elle soit autonome dans la société. Mais à l'avenir, pour dire qu'est-ce qu'elle va faire plus tard, euh, euh, elle a un potentiel dans tout ce qui est euh, elle adore l'ordinateur, donc je sais pas, peut-être, je sais pas, mais bon, j'envisage pas l'avenir encore. Pour l'instant, pour moi, c'est trop précoce d'imaginer plus tard. Et quand Oui, j'imagine plus tard, je suis pas bien en fait. Je dis, il faut que j'y aille à fond maintenant parce qu'elle a 12 ans. Et puis, on verra ce que ça va donner. Mais mon idéal, c'est qu'elle soit autonome, qu'elle puisse aller acheter sa petite baguette, faire ses petites courses, qu'elle rentre à la maison, qu'elle sache traverser la route. Enfin, on travaille sur la sécurité routière aussi. Donc, vous voyez, il y a plein de choses avant de dire que envisager quoi que ce soit pour ma fille. euh, Là, je peux pas. En fait, je ne peux pas. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas oui. vous répondre à cette question. Bon, mais c'est Ouais, déjà une Voilà. réponse. Toute l'équipe qui est autour de Lydia travaille au maximum sur son autonomie, c'est ça. sur tout ce qui est on cherche pas, comme vous dites, à ce qu'elle fasse de la géographie, qu'elle sache, voilà. Ouais. Même dans l'école, on lui apprend les bases de l'école, ce qui va lui être utile Utile. pour être intégré dans la société. C'est tout ce qu'on fait. On travaille vraiment, on va travailler la monnaie, on va travailler les kilos, enfin tout ce qui peut lui servir pour être intégré Pour dans la être autonome. société, Oui. mais Oui. on n'en fait pas plus parce qu'elle n'a pas déjà tout ça. Elle n'a pas déjà tout ça parce que ma fille, elle avait un potentiel, à 2 ans, elle connaissait l'alphabet par cœur, mais en fait, ça n'avait pas de sens pour elle. Ça n'avait pas de sens pour elle. Vous voyez, à 2 ans, même pas, je croyais que c'était un petit génie, mais non, c'était pas un petit génie. Donc, vous voyez, elle savait l'alphabet par cœur. Ma fille parlait en anglais, parlait en espagnol, parlait en coréen. Voilà, mais bon, c'est des choses qu'elle répétait, mais ça n'avait pas de sens. Voilà. Donc, non, là, on lui apprend vraiment les bases pour qu'elle soit le plus autonome possible. Et c'est ma priorité pour elle plus tard, en fait. C'est ça. Une fois qu'elle est autonome, là, c'est lire et écrire, vous voyez. Donc, elle s'est déchiffrée. La maman de Mathieu l'a rencontrée au magasin avec son éducateur, elle faisait ses courses. Elle avait fait sa liste de courses le matin sur Oui. l'ordinateur et puis elle faisait les courses avec son caddie. Donc, déjà, c'est des étapes énormes pour moi parce que j'aurais jamais pensé que ma fille puisse faire tout ça. Donc, voilà. Donc, j'ai du mal à imaginer plus tard, mais on y travaille. Voilà, on travaille sur l'autonomie et c'est une priorité, l'autonomie pour nos enfants. Mais tous les enfants en situation de handicap, s'ils sont bien pris en charge, ils peuvent tous progresser. Et Tout à Oui. ça, fait. il faut pas, personne ne peut dire le contraire. Ils peuvent tous progresser. Moi, moi, pour avoir du recul, j'ai vu beaucoup d'enfants petits. J'aurais jamais imaginé. Bah, il y a une grande. Je connais une maman, son fils, il passait ses journées petit à regarder la machine à laver tourner. Il a passé son permis, mais avec une prise en Waouh. charge canadienne et tout ça, enfin, avec des professionnels très aguerris. Hein, c'est des gens qui avaient les moyens. Le gamin, il prend les transports et tout seul. Hein, donc, tous les enfants en situation de handicap, ils peuvent progresser. Ils peuvent progresser à leur rythme. Voilà. Il ne faut pas Oui. leur demander, à 12 ans, elle va apprendre quelque chose d'un enfant de 4 5 ans, mais au moins, elle progresse. Tant qu'ils sont pas en régression. Ils sont pas en régression. Mais par contre, il faut maintenir une stimulation Oui. au quotidien. Voilà, c'est mon Exact. point de vue. Hein. Voilà. Et d'accord. Donc, Merci c'est Malika. plein Merci d'espoir, beaucoup. en fait. C'est plein d'espoir. Franchement, c'est plein Exact. d'espoir. Alors, Paul, Oui, alors pour ma part, c'est c'est pareil, hein. Euh, L'avenir de nos enfants est toujours source d'angoisse. D'angoisse et comme le disait la maman de Lydia, Malika, en fait, aujourd'hui, on essaye vraiment de travailler en fait sur l'autonomie de nos enfants, les rendre vraiment autonomes. Voilà, c'est d'où d'où le fait qu'en fait, on essaye vraiment de les donner les clés en les intégrant dans des écoles comme tous les autres enfants, qui puissent profiter au maximum de ce qu'ils peuvent prendre et voilà, et faire d'eux des femmes et des hommes capables de voilà de vivre de façon autonome. Donc oui, voilà. Donc oui, là actuellement, Mathieu il a 6 ans. J'essaye tant bien que mal de vraiment de mettre tout en place
voilà, avec les différents prises en charge, les psychomotes, les ergothérapeutes, et voilà. Donc, pour que Mathieu puisse être bien inséré. Bien inséré. Qui dit insertion dit autonomie pour nous. Oui, Voilà. oui. Après, L'avenir, comme c'est je là. disais tout à l'heure, on est conscient voilà, des limites de nos enfants et notamment par rapport à Mathieu qui a une trisomie 21, on connaît les réalités. Euh, voilà, juste que si demain on est appelé à partir, que Mathieu voilà, soit autonome, qu'il arrive à vivre, avoir son petit appartement, pourquoi pas avoir une petite copine. Voilà. Voilà. Et pour cela, il Ouais, faut travailler, comme disait Malika, dès le bas âge. Voilà. Bon. Et on essaye de tout faire Mm. pour que, voilà, que nos enfants arrivent à ce niveau-là. ouais. Mais c'est vrai que l'avenir est toujours synonyme d'angoisse, énormément d'angoisse. Ah oui. C'est pour ça que je voulais sortir par cette question, parce que euh, s'engager sur un chemin, je ne sais pas, Marie-Flora, tu pourras dire quelque chose, s'engager sur un chemin, faire autant d'efforts et ne pas être certain de ce qu'il adviendra demain, ça ne doit pas être évident. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Flora, de l'avenir? Parce qu'avec tous les projets que la Fondation met en œuvre aujourd'hui, je parle de l'école inclusive de Mona Vebe, je parle de Marinette, je parle d'Arnaud, je parle de toutes ces personnes qui sont aidées déjà par la Fondation. L'avenir, comment toi, en tant que je sais pas, présidente fondatrice de la Fondation, comment est-ce que tu le vois? Ben, en ce qui concerne l'avenir, je pars avec une note d'optimiste, un peu d'espoir pour, Mm. pour pour ces familles et les enfants qu'on accompagne. Je sais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire et je sais que peut-être on ne pourra pas aider tout le monde, mais le peu qu'on peut déjà apporter à un enfant, à une famille, c'est déjà, c'est déjà énorme. Donc, j'espère et j'espère encore que la Fondation pourra aider beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. C'est notre mission, notre rêve, d'aider tous les enfants qui sont porteurs d'un handicap et que la Fondation va prendre l'engagement de, D'accompagner. d'accompagner. Avant de donner un mot de fin à Paul et à Malika, je souhaite quand même à dire à ceux qui nous suivent que la société, telle qu'elle nous vend son mode de vie, n'est pas forcément l'idéal. Il faut dire que pour que la société fonctionne d'une certaine façon, les médias et tout ce qu'ils véhiculent tendent à nous présenter ce que doit être une société sur le plan de l'équilibre. Pourtant, tout le monde est individuel. Nous sommes tous des individus à part entière. Nous devons tous composer avec nos individualités. Même si dans certains groupes, on a l'impression que nous sommes similaires, nous sommes tous des individualités. Et les personnes à besoins spécifiques ou les enfants vivant avec un handicap doivent faire partie de ces individualités-là, tout simplement. C'est-à-dire qu'on doit nous arrimer à ce que la société les prenne en compte au même titre que n'importe qui. Je pense qu'il y a des neurotypiques aujourd'hui qui arrivent en fin de vie à réaliser une seule petite chose. Et parfois, ils sont loués pour ça. Il en va de même pour tous ces enfants qui ont besoin d'un accompagnement spécifique parce qu'il y va de notre sort de trouver ce quelque chose qui fait d'eux des êtres uniques. Je pense qu'au-delà des douleurs, au-delà de la difficulté de l'accompagnement, elles apportent aussi beaucoup de joie dans la vie de leurs parents. Et peut-être ce côté-là aussi, nous avons le devoir de retransmettre. Est-ce que vous avez un mot à dire à ces familles qui nous regardent sur le plan de ce que vous avez gagné ou sur le plan de cette
petite joie, cette étincelle que vous retrouvez lorsque vous rencontrez votre enfant le soir après une journée d'école ou que vous passez une journée en plein air avec lui. Est-ce qu'il y a quelle joie est-ce que vous ressentez que vous pouvez transmettre à ces familles qui nous écoutent aussi? Mathieu, c'est un petit garçon qui est plein de vie. Ah oui. Plein de vie. Et Mathieu a apporté dans la famille, hein, dans la famille et à moi, quelqu'un de, de très, en fait, de m'ouvrir en fait aux autres. Parce que je me suis dit, euh, à un moment donné, je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi moi? Parce que bon, je vis dans un pays très développé. Euh, voilà, on n'a pas su détecter l'handicap de Mathieu pendant ma grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, bon, c'est pas avec tous les moyens, les moyens Sont qui disponibles, oui. sont mis en place en France, qu'on ait pu passer à côté de ça. Voilà, est-ce que justement c'est pas un signe, c'est pas un signe du ciel parce que bon, à la, à la base nous sommes une famille catholique pratiquante. Et après, on s'est dit, bon, peut-être c'est un signe. C'est, voilà, Matthieu est rentré dans notre famille pour, voilà, pour peut-être une mission, pour un but. Et le but, peut-être, c'est quoi? Peut-être justement, c'était voilà, mettre en place cette fondation-là pour pouvoir justement aider à notre niveau, apporter à notre niveau un soutien aux enfants qui sont comme Mathieu. Donc, et donc là, même là, aujourd'hui, l'exercice que nous faisons là, c'est très difficile pour moi parce que voilà, j'ai été habituée à être dans mon petit coin. Donc là, je suis obligée, en fait, de me faire violence et d'aller vers, vers des familles. Et donc, voilà, pour moi, Mathieu a apporté ça. Voilà, l'ouverture, hein, Ouais, l'ouverture vers les autres, vers les familles en difficulté. Notamment, voilà, je viens d'un pays quand même à la base, le Cameroun, où il y a, voilà, il y a ce manque-là. Donc, peut-être c'est un moyen aussi d'apporter notre contribution à mon pays d'origine, d'aider les enfants qui sont, et les enfants et les familles qui sont en situation d'handicap. Et ouais, on essaye, on y croit que le Seigneur nous donnera des moyens hein, par le biais de notre petit être Matthieu, voilà, d'apporter un sourire à ses ouais, enfants et à ses de familles. ces familles. Donc, voilà. Super. Oui, Malika, au sens Alors, de ce qu'il y a comme, ce qui peut avoir comme bonheur ou comme joie ou comme leçon apprise au quotidien, à passer le temps à s'occuper de ces petits êtres précieux pour nous, qu'est-ce que tu pourrais partager avec ceux qui vont nous écouter? écoutez, moi, tous les jours, ma fille, elle progresse un petit peu, et tous les jours, je la vois faire des petites choses en autonomie, et ça, c'est grandiose, c'était inimaginable. Du jour où elle a été propre, parce que à ses 3 ans, elle a été propre le jour et la nuit. Pour quelqu'un qui ne parlait pas, qui n'était pas verbal, qui avait plein de particularités, qui faisait des crises, je ne pensais pas que j'allais y arriver en fait. Et qu'on allait y arriver parce qu'il y avait toute une équipe derrière. Et maintenant, le jour où elle a prononcé ses premiers mots, maintenant, elle communique de plus en plus. Donc, moi, malgré les particularités de ma fille, eh ben, auxquelles je me suis habituée, que j'arrive à décoder, eh ben, en fait, ma fille, ma fille pour moi, ma fille, elle est, ben, je communique avec ma fille comme une enfant neurotypique. Voilà, je peux le dire. Et c'est tout le travail. Et franchement, ma fille, c'est ma vie. Voilà, ma fille, c'est ma vie. Et je lâcherai pas. Et je lâcherai rien. J'irai. Ben, la maman de Mathieu me connaît, donc je lâche rien. Je lâche Jusqu'au rien. bout. Et voilà, jusqu'au bout. Tout pour le bien-être de ma fille, quoi.
voilà. Et je veux juste rajouter une petite chose. Quand on apprend un diagnostic de handicap, il faut vite se tourner vers les associations de parents. Mm. Très, très Mhm. important. Parce qu'on est vite, actuellement, on est beaucoup dans une solitude. On est Mm. complètement seul face au handicap. Mais Oui. quand vous vous intégrez une association, parce que c'est ce que j'ai fait, ils m'ont beaucoup aidé pour faire rentrer les professionnels à l'école, parce que en France, il y a plein de papiers, plein de paperasses, enfin, c'est compliqué pour rentrer dans les écoles comme ça. Eh ben, ils m'ont beaucoup aidé. Et en plus, comme ils avaient des enfants, il faut se dire une chose, comme ils ont des enfants plus grands dans l'association, on peut vous aider pour le parcours. Ça, c'est très important. Et c'est ce qui a évité, pas évité, parce qu'ils ont des enfants, voilà, comme les nôtres. Et au moins, on vous indique, au moins, on m'a indiqué la bonne prise en charge qu'il fallait pour Lydia, parce que je ne savais rien non plus, malgré que j'étais dans le domaine médical, je ne savais pas. L'autisme, c'était, voilà, j'avais fait un stage en psychiatrie et c'est tout, quoi. Donc, mais on m'a expliqué un peu l'idéal, c'était quoi, et voilà, et j'ai mis toutes mes forces avec mon mari pour obtenir, voilà, pour avoir cette bonne prise en charge, qui fait que Effectivement. bah, Lydia, maintenant, elle progresse. Voilà, elle progresse. Voilà. Voilà, donc moi je peux dire qu'aux familles qui apprennent le diagnostic d'autisme ou qui ont des enfants petits qui ont beaucoup de troubles par rapport au handicap. Alors moi je parle de l'autisme parce que je connais l'autisme, c'est assez. Il y a beaucoup de troubles dans l'autisme. Faut rien lâcher, quoi. Il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Il faut se battre parce que c'est des enfants qui progressent et, et, et qui peuvent devenir magnifiques parce qu'on voit des cas vraiment avec des gros potentiels pour tous les enfants en situation de handicap. Voilà, faut rien lâcher en fait. Voilà ce que je pourrais D'accord. dire. Merci Ah, voilà. beaucoup, Et, Malika. Et et voilà. si je peux me permettre, Oui. justement, et je rebondis par rapport à ce que Malika disait, et j'ai vu ce qu'elle a fait, et je vois les progrès de sa fille. Donc, Malika, tu peux être fière de toi. Franchement, tout ce que tu mets en Oui. place, et voilà, ça porte ses fruits. Parce que Lydia, moi, je l'ai vue hein, encore mercredi dernier. Elle est, voilà, c'est une petite fille comme tous les autres enfants. Elle allait faire ses courses, elle était très, très bien à l'aise au magasin et c'est grâce à tes efforts. Et t'as rien lâché. Et Et on ça, parle de quand je l'autisme. vois ça, et Merci. moi, franchement, Eh ben, faut rien voilà. lâcher parce que Mathieu est petit. Mathieu est petit. Moi, Mathieu, quand je compare Lydia et Mathieu, enfin, ça se compare pas, mais Mathieu, là, quand je l'ai vu dernièrement, il a beaucoup progressé aussi. Il vient, il me dit bonjour, il me fait un câlin. Vraiment, tu vois, au Oui. début, il s'allongeait par terre et tout. Donc, voilà, il me fait tout. Mais là, impeccable, Mathieu, là. Mais bon, ça, c'est un travail acharné, même de la maman de Mathieu. On lâche rien aussi, c'est pas évident. Mais c'est pas Et évident par au rapport quotidien. aux associations, tu as très bien fait de le relever parce que c'est vrai que moi, jusqu'à ce que je te rencontre, hein, je n'avais pas, on était vraiment, j'étais renfermée sur moi et c'est toi justement qui m'as dit, il faut y aller vers les associations parce que on se sent tellement, mais tellement seul. Et les associations, justement, servent à nous accompagner, à nous donner les Outils. professionnels adaptés et les bonnes prises en Bien charge. sûr, ouais, ouais. Et Oui. justement, on espère aussi que par le biais de la Fondation Mathieu, justement, les familles voilà, qui feront appel à nous, on essayerait de les accompagner du mieux qu'on pourra. Voilà. Donc, Exactement. c'est très important de se tourner vers les associations. Oui, Ça, c'est voilà. génial. Oh, c'est génial. Merci beaucoup pour ces échanges. Je ne manquerai pas quand même de vous laisser quelques secondes pour un dernier mot parce que je retiens déjà, moi, comme dernier mot qu'il ne faut rien lâcher. Vraiment, je retiens et Ouais. je Oui. crois que ça se sera mis en grand caractère. Ne Ouais, ouais, moi, rien lâcher. Tout à un fait. taureau. Ouais, s'il Je suis faut. pas très grande, mais je suis un taureau. Je vous remercie toutes et je vous encourage encore plus. Sachez que ce qu'on vient de faire, cet exercice, il n'est vraiment pas. Il est censé avoir un écho au sein de la société et auprès de tous ces parents-là qui cherchent encore des solutions, qui se disent ben, on va faire comment? Est-ce qu'on va y arriver? Comment ça va se passer? Chacun des mots que vous avez prononcés ici fera vraiment écho et plus que beaucoup d'autres mots vont vraiment aider ces familles parce que vous êtes au cœur de cette situation, vous les vivez au quotidien et vous avez accepté partager à cœur ouvert. Alors Malik, un petit mot de fin,
C'est vrai que je retiens déjà qu'il ne faut rien lâcher, mais un petit mot de fin pour ceux qui nous écoutent et pour cette famille-là spécifiquement. Un petit mot de fin, bah, écoutez, le handicap, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, on vous annonce un diagnostic et puis il faut pas en rester là. Et une fois que tout est mis en place, c'est voilà, alors l'enfant, il grandit, s'épanouit, il progresse et faut rien lâcher. Voilà, faut rien lâcher. Il faut se faire aider aussi. Il faut pas rester tout seul dans son coin. Oui. Merci pour tout ce que vous faites. La fondation, là, vraiment, c'est top. Merci de m'avoir donné la parole. Après, voilà, j'ai exposé un peu ma situation, mais c'est pas la situation de tout, peut-être de tout le monde, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai affaire à beaucoup de parents parce que nous, on se côtoie entre parents, et ben, on vit les mêmes choses, on vit les mêmes choses. Donc, on a besoin de cet échange parce que, on a besoin d'échanger parce que sinon, ben, on va pas tenir la route, quoi. Voilà, donc, il faut rien lâcher. Voilà, c'est mon mot de... Oui, Paul. Alors, pour le mot de fin, qu'est-ce que tu vas nous dire? Alors, Faut rien lâcher? alors pareil, hein, ne rien lâcher, malgré les... C'est vrai que des fois, on peut se sentir un peu démuni, mais il faut rien lâcher. Parce que c'est justement, c'est en se battant qu'on voit les belles choses que font nos enfants. Ne rien lâcher et y croire. Et l'handicap n'est pas une fatalité, bien au contraire. Et voilà, il faut voilà, donner beaucoup d'amour à ces enfants-là et voilà, ne rien lâcher, simplement. Ne rien lâcher. Je crois que ça va être notre slogan. Voilà. Tu sais, Marie-Florent, on cherchait un petit slogan pour ce podcast. On cherchait voilà, quelque chose qu'on pourrait, une phrase accrocheuse, et je crois qu'on vient de la trouver. Ne rien, parlons d'inclusion, ne rien lâcher. Ne Vraiment, ne rien rien lâcher. lâcher. Donc, Ouais, c'est ça. est-ce que tu peux dire quelque chose à tous ceux qui nous suivent, Marie-Flora, surtout par rapport à ce qu'on s'est dit, les problématiques, mais aussi les solutions au niveau de l'éducation scolaire de nos enfants? Ben, j'irai à peu près les mêmes choses que les deux mamans. Ben, ne rien lâcher, croire à son enfant et Oui. aussi donner beaucoup d'amour. Mhm. Et pour le public, je dirais avoir un regard d'empathie et de bienveillance envers les familles qui vivent ces situations qui sont très difficiles et continuer à se battre. Même devant les obstacles et tout, ne rien lâcher. Ouais. Tout simplement. Voilà. Ne pas baisser les bras et après on voit l'avenir, il y a des belles choses qui se passent, comme la petite Lydia qui, Ah a- oui. qui est autonome et tout, comme Ah Mathieu oui, qui oui. apprend aussi à se... Lydia, c'est Ah oui. waouh. Donc voilà, et c'est... Franchement, Mhm. chapeau. Franchement, je Et l'ai vu c'est- mercredi. J'ai coulé. J'étais là, mais je me suis mise, je l'observais, mais elle était. J'ai dit waouh. J'ai C'était même failli génial. t'appeler Malika, Ah, mais bah, t'aurais pu. Merci, merci. Ouais. et c'est ces petits progrès-là Oui, qui c'est montrent que voilà énorme. quoi. ouais, ouais. C'est Mais c'est un travail au long cours et au quotidien et tout le temps, de la stimulation tout le temps. Vous voyez, ça, C'est pour qu'elle en arrive là, on non-stop. l'a fait plusieurs fois en fait. Pour qu'elle en arrive à ce stade-là, c'est répéter, répéter, répéter. Voilà, c'est des Ouais, enfants qui apprennent. C'est des enfants qui apprennent. ouais, Mhm. exactement. Mhm. donc Alors, voilà, continuer à se battre et Voilà. rien lâcher. Bah, super. merci. À tous nos auditeurs, à tous nos followers sur les réseaux sociaux, à tous ceux qui nous suivent et à ceux qui sont passionnés de ce que la Fondation Mathieu Coustou d'un continent à l'autre fait comme travail, nous sommes contents, heureux d'arriver au terme de cette deuxième édition de notre podcast Parlons Inclusion, ne rien lâcher. Pour dire, en fait, nous avons parlé de comprendre le rôle fondamental de l'éducation dans l'inclusion sociale. Nous avons parlé d'identifier les principales barrières à une éducation inclusive. Nous avons proposé des solutions concrètes et applicables qui pourraient impliquer bien sûr les pouvoirs publics, mais aussi toute la communauté. Nous avons parlé ensuite des témoignages. Nous avons parlé de ce que chacune des familles peut vivre au quotidien et de ce qui permet de vivre de manière plus inclusive, ce qui permet à nos enfants d'avancer, d'évoluer et d'arriver certainement à une situation d'autonomie, ce qui est l'objectif. Je vais vous dire à très bientôt. Restez connectés, scotchés pour ne rien lâcher. Surtout, on ne lâche rien.